kidnappé, violé. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Et peut-être cela explique pourquoi il y a ce genre de séparation. Saviez-vous qu'il existait une ville en Afrique où les Noirs sont interdits? Une ville où l'accès, les Noirs sont interdits. C'est une ville très classe, très propre, très bien. C'est une ville autonome en Afrique du Sud où les Noirs ne sont pas admis. Donc vous, en tant que Noirs, dans le continent des Noirs, ou le continent africain si vous préférez, vous n'êtes pas autorisé à aller dans cette ville qui s'appelle Orania. Eh bien, comment ça s'explique? Évidemment, on se demande, dans un pays tel que l'Afrique du Sud, comment peut-on expliquer ça? Dans un pays tel que l'Afrique du Sud, un pays qui a connu tant de timitudes, tant de difficultés, de l'apartheid et tout le reste, comment est-ce qu'on peut accepter ce genre d'histoire? Pour comprendre ça, évidemment, on va devoir rentrer dans l'histoire pour décortiquer les détails de cette histoire. Pendant 300 ans, les Blancs ont quitté l'Europe pour venir en Afrique, pour venir faire leur conquête. Vous savez comment ça s'est passé? On a pris beaucoup de pays, le Congo, l'Algérie, vous savez comment ça s'appelle, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, a tout été sujet à cette oppression. L'Afrique du Sud n'a pas été épargnée. D'abord par les Hollandais, ensuite par les Anglais. Pendant ces temps, les Noirs et les Blancs étaient séparés. Les Noirs généralement travaillaient pour les Blancs, mais il fallait officialiser cette histoire de manière brutale. En 1949, un Blanc au nom de Hendrik Verwoerd a développé une mentalité de séparation frénétique. Son objectif était de séparer complètement les Noirs et les Blancs. D'après lui, l'état mental du Noir était un état rudimentaire de la capacité du Blanc. Sans vouloir le dire, il insinuait que l'homme noir est à peu près comme un animal en état de développement par rapport aux hommes blancs. Il a fallu donc créer un système de séparation qui clairement séparait les Noirs et les Blancs. En 1949, on crée un système très rudimentaire, un système qui séparait les Noirs des Blancs. C'est-à-dire il était désormais illégal d'épouser une blanche si on était noir ou d'épouser un noir quand on était blanc. C'était justement pour essayer d'éviter ceux qui, par mégarde ou par volonté, allaient épouser une personne d'autre race. On l'a rendu officiellement illégal. L'année suivante, en 1950, on rendra illégal les interactions intimes entre différentes races. Désormais, même si vous ne pouvez plus le faire de manière légale en ayant une femme ou un homme de différentes races, désormais, si on vous attrapait avec une personne de différentes races, vous alliez en prison immédiatement. En 1950, on crée ce qu'on appelle the Population Registration. C'était un système complètement inimaginaire où il fallait désormais classifier les gens selon leur race. On vous donne un papier où il faut décrire de quelle race vous êtes. Ouais, ça se fait en Afrique du Sud. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire mon nom est Zach, race noire ou blanche ou autre ou métisse. Il fallait désormais décrire de quelle race on appartenait. Et c'était justement dans le but de savoir vous situer sur le plan politique et économique. Sans le dire, vous savez, aujourd'hui, on peut faire une ségrégation aux États-Unis. Par exemple, on le fait à travers la voix, à travers votre accent au téléphone. On peut sentir si vous êtes un noir ou pas pour vous accorder un boulot. Aux États-Unis, en Afrique du Sud, il fallait décrire de quelle race on appartenait. Est-ce qu'on était blanc, noir, métis, indien ou autre? Et cela a justement impacté les résultats sociaux, politiques, économiques et même sanitaires. Vous comprenez un peu comment ça marche. Au cas où on traitait votre dossier dans un bureau, on n'aurait pas nécessairement besoin de vous voir physiquement. Il suffirait de lire votre dossier, sachant il est quoi. C'est un noir, c'est un métis, c'est un indien. Bon, écoute, lui on le refuse. C'est un indien, bon on en accepte. C'est un noir, non on refuse. Ça rendrait les choses beaucoup plus faciles pour la ségrégation. Ce système qu'on a appelé apartheid, créé de main de maître par Hendrik Verwoerd, un homme complètement différent dans sa tête, a créé un système où il fallait diviser les blancs des noirs, même sur le plan habitation. Il y avait un milieu bien précis où les noirs pouvaient louer une maison ou être propriétaires d'une habitation. Et cela, évidemment, a séparé les noirs des blancs. Donc, on a choisi les meilleurs endroits pour les blancs et les mauvais endroits, si vous préférez, pour les noirs. Donc un noir, peu importe sa situation sociale, peu importe les moyens qu'il acquit ou qu'il gagne dans la vie, sera incapable d'évoluer dans un certain milieu parce qu'évidemment, il est obligé de rester restreint dans un milieu bien précis, dans un milieu pauvre, pour la plupart des cas. Et comme les noirs ne pouvaient pas habiter dans les milieux des blancs, les noirs étaient quand même obligés d'aller travailler chez les blancs, juste assez de distance pour pouvoir travailler. Et pour beaucoup de ces noirs-là, ne pouvant pas rentrer à la maison et revenir chaque jour, ils étaient obligés de se situer loin de leur famille. Voilà la raison principale pour laquelle beaucoup des Sud-Africains ou beaucoup des familles sud-africaines noires n'ont même pas de papa. Les papas sont absents, les papas sont inexistants. C'est généralement une famille avec des femmes et des enfants garçons. Les garçons sont généralement des petits de moins de 15 ans. Plus vieux que ça, généralement, est déjà parti aller chercher un boulot et généralement ne revient plus jamais. Créant ainsi un déséquilibre social dans la communauté afro-sud-africaine. Le système d'apartheid de Hendrik Verwoerd avait complètement coupé les Noirs
de la possibilité managérielle. C'est-à-dire les Noirs ne pouvaient pas occuper des positions de manager ou de directeur, de secrétaire général. C'était impossible. Toutes les positions de cadre étaient réservées exclusivement aux Blancs. Et dans ce système social, il y avait le Blanc, l'Indien, le Métis, ensuite le Noir en dernière position. Le Noir était clairement considéré comme un animal et dans quelques cas moins qu'un animal. La plupart des fois, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, jusqu'à aujourd'hui, vous remarquerez, il y a des endroits où quand un Blanc travaille avec des Noirs et qu'il a une petite camionnette, le Blanc est assis devant, les Noirs sont assis derrière, le chien du Blanc est assis devant avec le Blanc. Vous comprenez un peu? Le Blanc est assis devant dans la cabine avec son chien pendant que les Noirs sont assis derrière sur le canopy, comment vous appelez ça en français. Beaucoup de personnes sont devenues immunisées à cela parce que c'est devenu normal pour eux. Pour une personne qui n'est pas habituée à voir ça, ça tire tous les sonnettes d'alarme. Ce qui était encore plus dur, c'est qu'à cette époque, on a créé un système de passeport local pour les Noirs. Chaque Noir sud-africain devrait avoir sur lui un passeport qui décrive son nom, sa race, son occupation, son état de santé, son lieu de résidence. Donc pour bouger d'un quartier à un autre, il fallait avoir une autorisation officielle moyennant son passeport. C'est avec son passeport qu'on va t'autoriser. Ok, tu peux aller voir ta tante qui vit dans l'autre quartier noir là-bas. Si tu veux aller voir ta maman à l'hôpital, il faut moyennant ton passeport pour te déplacer. Imaginez-vous votre propre pays. Pour quitter un endroit à un autre, il faut présenter un passeport à un Blanc ou à un officier de police. Sans le passeport, on te jette en prison. C'était une humiliation frénétique en ce moment. L'une des stratégies de Hendrik Verwoerd était de créer un système où on donnait juste assez d'argent aux Noirs pour manger et revenir travailler. Et on s'assurait qu'on leur donnait assez d'alcool à consommer et leur laissait faire leur show de boxe traditionnelle. Donc les Noirs passaient leur temps à regarder la boxe traditionnelle dans le quartier et à boire de la bière traditionnelle faite à travers des maïs. Et comme ils étaient tout le temps ivres de ces histoires, ils ne pouvaient pas se rebeller. Donc on leur donnait assez, comme le disait quelqu'un d'intelligent, on leur donnait juste le cirque qui était la boxe traditionnelle, du vin qui était leur boisson traditionnelle et ils ne se révolteraient jamais. En 1960, certains Noirs en ont eu marre. Ils se sont levés pour aller résister. Ils en avaient assez de marcher autour du quartier avec un passeport, dans leur terre natale, dans les terres de leurs ancêtres. Pourquoi devraient-ils marcher avec des passeports pour justifier leur présence? Ils se sont levés et beaucoup ont été tués. Beaucoup ont été massacrés. C'est ce qu'on appelle le Sharpeville Revolt. Ils n'avaient pas d'autre moyen. Il était impérieux pour eux de manifester leur colère. Ils sont allés dans les rues, ils se sont battus et beaucoup sont tombés. Le système de l'apartheid a empêché à beaucoup de Noirs d'aller acquérir de la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire certains cours, beaucoup de cours d'ailleurs importants dans la vie aujourd'hui, étaient complètement interdits aux Noirs. Et cela laissait accès évidemment à la possibilité aux Blancs de devenir supérieurs sur le plan intellectuel, puisque déjà ils s'est pensé supérieurs, et aussi occuper légitimement les postes les plus importants. Les Noirs étaient réduits à coupeurs d'arbres, placeurs de briques, bûcherons, en tout cas des petits travaux de main. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Évidemment, ça dérange. Des terres héritées de vos ancêtres, vous vous retrouvez emprisonnés, esclaves de votre propre réalité. La chose la plus importante ici serait de se libérer, de trouver un moyen de sortie et un moyen de survie. En 1990, Nelson Mandela sortit de prison. Et en 1994, il devint premier président noir de l'Afrique du Sud, promettant ainsi un avenir meilleur pour pas seulement le noir mais aussi les blancs. C'est vrai que beaucoup des noirs étaient contre Mandela parce que Mandela n'a pas appliqué une stratégie de revanche sur les blancs. Il a essayé de manière équitable de garder les noirs et les blancs dans une société progressive. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelque temps après, pendant que l'ANC, qui est le parti politique des noirs, ait pris les manettes de la patrie, les choses ont beaucoup changé. La corruption, le mensonge, la manipulation, l'amour démesuré de l'argent a complètement noyé le pays dans une corruption frénétique. Beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs ne recevaient plus leur salaire. Beaucoup de structures qui précédemment marchaient comme une machine bien huilée ne fonctionnaient plus correctement. Les affaires internes, les hôpitaux n'avaient plus ce qu'il y avait comme instrument nécessaire pour fonctionner à bon terme. Il n'y avait plus de réserve d'argent pour alimenter l'industrie de l'électricité. C'est-à-dire l'Afrique du Sud a commencé à connaître des coupures de courant, chose qui n'avait jamais existé dans le passé avec le gouvernement blanc. L'insécurité flagrante, les tueries, la mort, la violence, les viols, comme jamais dans le passé. Aujourd'hui, Cape Town est classé numéro 4 mondial des villes les plus violentes du monde. Numéro 4 mondial, inimaginable. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on ne peut pas avoir une voiture, on ne peut pas parquer sa voiture, aller dans une boutique et rentrer sans qu'il y ait un agent de sécurité qui observe, de peur que quelqu'un ne casse, ne vole la voiture ou encore moins peut-être de prendre quelque chose d'important dans la voiture. L'Afrique du Sud est barricadée, il y a des barbelés partout. En Afrique du Sud, une population de 60 millions de personnes en compte plus de 2,5 millions d'éléments de sécurité. 2,5 millions de travailleurs de sécurité, beaucoup plus que l'armée additionnée à la police. Les agents de sécurité, on a plus de 2 500 000. C'est l'occupation qui emploie le plus de personnes possible dans ce pays. Et pour ne prendre qu'une seule ville, Cape Town dans ce cas, on a plus de 60 meurtres par jour.
Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant ici? Si vous regardez les statistiques, les meurtres sont perpétrés par qui? Oui, par des Noirs. Les tueries, les braquages sont perpétrés par qui? Vous l'avez bien imaginé. Les viols sur les femmes, l'abus sexuel sur les petits-enfants, perpétrés par qui? Les cambriolages, le traquage de voitures de banque, le dysfonctionnement social, perpétré par qui? La drogue, la vente, la distribution, la prostitution, généralement perpétrés par qui? Vous l'avez bien imaginé. Orania a été créé, pour ceux qui veulent comprendre, dans le but de séparer la culture des Blancs de la culture des Noirs. Pour certaines personnes disent que c'est une justification pour continuer à perpétrer l'apartheid, mais on se pose beaucoup de questions. Contrairement à toutes les villes, au reste de l'Afrique du Sud, Orania fonctionne dans une cohérence incroyable. Les systèmes de eau, le courant, ils ont même leur propre monnaie à travers laquelle ils fonctionnent. Aucun Noir n'est autorisé à aller là-bas. Il n'y a eu aucun mort pendant 10 ans à Orania. Pendant ce temps, on compte 60 morts par jour à Cape Town et un peu plus à Johannesburg. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Johannesburg, on ne peut pas marcher 10 mètres sans nécessairement regarder en arrière, s'assurer qu'on est bien. Surtout quand il s'agit de 17h, 18h. C'est impossible. Et très peu de personnes peuvent vous dire, étrangers ou pas, qui n'ont jamais été sujets à une menace ou un braquage, y compris moi. Oui, j'en ai été victime. Fusil sur la tête, couteau aussi. Cela ne sera pas la raison pour laquelle je donnerai mon opinion directe ici. Mais c'est pour dire, l'Afrique du Sud dans le passé avait un système très équilibré. Il n'y avait jamais coupure de courant. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Dans le passé, on avait de l'argent qu'on mettait dans la caisse. Parce qu'on prévenait déjà, on savait que la population grandirait à un moment donné. Quand on aura plus de population, on aura besoin de plus d'argent pour créer plus de machines, pour le dire comme ça, pour délivrer plus de courant à la population croissante. Donc il y avait de l'argent caché quelque part. Parce qu'on savait déjà que dans le futur, il y aura plus de monde. Donc comme il y aura plus de monde, on aura besoin de plus de machines pour donner plus de courant au monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand l'entreprise a été remise entre les mains de nos frères, quelques temps plus tard, beaucoup ont dilapidé l'argent qui était réservé pour l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Évidemment, comme vous l'imaginez, la population a grandi, il y a eu beaucoup plus de monde, on demande de courant. Malheureusement, il n'y a plus d'argent pour subvenir aux besoins qu'on avait déjà prévus depuis le passé par certains groupes de personnes. Pour ceux qui savent, il est difficile d'avoir de manière lucide, claire et simple, même les papiers, dans les bureaux officiels, parce que le niveau de la corruption a atteint un paroxysme inimaginable. Il y a quelques 2 ans, aujourd'hui, on a compris l'importance de ces personnes et eux-mêmes ont retourné ces personnes que vous connaissez dans les bureaux qu'il faut pour que le système fonctionne encore de manière cohérente, parce que c'était la cata. Orania est une ville en Afrique du Sud à 600 km de Pretoria, exclusivement blanche. Elle fonctionne correctement, aucun problème sans difficulté. Les hôpitaux sont exclusivement eux. Les jardiniers, les cuisinières, les agents de sécurité, il n'y en a presque pas. C'est toujours. Une personne de proche que je connais m'a une fois dit, pendant qu'il travaillait très longtemps comme un agent de sécurité, gardant les voitures. Pendant qu'il s'approchait de la voiture d'un blanc, il lui dit, « Bonjour chef, je garderai votre voiture. » Le chef lui dit, « Tu sais, pendant l'apartheid, on n'avait pas besoin de gens comme vous pour travailler comme sécurité. Il n'y avait pas besoin de sécurité. » On pourrait le comprendre de plusieurs manières. Certains pourraient dire que c'est du racisme et d'autres pourraient dire qu'il a peut-être raison. Par là, il voulait dire que pendant ces années-là, il n'y avait pas besoin d'agents de sécurité parce qu'à cette époque-là, les gens ne volaient pas. Donc il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de brigands, il n'y avait pas de crimes violents, il n'y avait pas besoin d'avoir de protection directe pour ces histoires. Alors, peut-on vivre en communauté avec cohérence, dans une simplicité et une acceptance générale? Peut-on vivre bien en étant différent? Pendant les années passées, il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de viol, pas de vol de voiture, pas de menaces, pas de cambriolage, pas de peur que vive aujourd'hui même la classe moyenne de la population noire sud-africaine. Aujourd'hui, c'est la cata, les difficultés d'après eux. L'insécurité, les viols des femmes et des enfants. Selon mon expérience en Afrique du Sud, après avoir vécu plus de 22 ans, je n'ai jamais vu un blanc faire des cambriolages, attaquer les caches en transit, briser la maison d'une personne pour voler, on sort, attaquer un agent de sécurité, kidnapper, violer. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Et peut-être cela explique pourquoi il y a ce genre de séparation, pour des raisons un peu rationnelles, parce que les blancs se sentent un peu victimisés, être les targets de tous les genres de banditisme. Sur une population de 60 millions, seulement 4 millions sont blancs. En Afrique du Sud, vous savez, c'est réputé pour être une nation xénophobe. Pourquoi ? Certaines personnes disent, une des raisons pour lesquelles ils sont xénophobes, c'est pour justifier cette brutalité et cette violence. C'est-à-dire, pour pas que l'on dise que nous, Sud-Africains, faisons des choses mauvaises à l'égard même des Sud-Africains. Quelquefois, il est important, pour minimiser l'affaire, de dire, bon, ce sont les Mozambicains qui font ça. Ah, l'histoire qu'on a tuée là-bas, ce sont les Zimbabwéens qui le font. Mais en réalité, pour la plupart des cas, quand vous voyez des actes de cash in transit, les fourgons blindés, c'est-à-dire les voitures qui transportent de l'argent
d'un endroit vers la banque sont souvent attaqués par des gens bien armés. Évidemment, pour attaquer un fourgon blindé, il faut avoir des armes à la hauteur. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si ce sont les Zimbabwéens ou les Mozambicains qui le font. D'où peuvent-ils sortir ce genre d'armement dans un rythme bien organisé? Parce que très souvent, vous verrez, il s'agit de 3, 4, 5 voitures avec des armes automatiques exécutant ces histoires. Qui sont ces personnes qui font ces genres d'histoires? C'est un groupe bien précis. Orania a-t-elle le droit d'exister? Ont-ils aujourd'hui, avec ce qui se passe en Afrique du Sud, le droit de dire on veut vivre ailleurs, on ne veut pas se mélanger, on veut que vous gardiez votre culture chez vous et on gardera notre culture à nous? Parce que constitutionnellement, on dit que oui, chacun a le droit de son intégrité sociale, d'après la constitution sud-africaine. Le danger ici évoqué est que Orania peut-être un jour deviendra un pays. Qu'est-ce que vous en pensez? À vous de juger.